7h42, suite des matins. Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Première fois, première marche ce matin, les matins de France Culture mettent la lumière sur le Festival de Cannes à travers deux jeunes figures, deux primo-réalisateurs, deux auteurs-réalisateurs choisis d'une façon tout à fait subjective parce qu'on s'est dit que leur trajectoire et leur œuvre racontaient quelque chose du 7e art et de ses mutations parce qu'aussi on a beaucoup aimé leurs films, leurs deux films qu'ils vont nous présenter avant qu'ils ne se présentent. Bonjour Iris Kaltenbach. Bonjour. Vous êtes réalisatrice du film intitulé Le Ravissement, présenté à la Semaine de la Critique, et à vos côtés, à distance, depuis Cannes, Kamal Lazrak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur du film L'émeute, présenté en sélection Un certain regard, et on commence avec un extrait du film Le Ravissement que vous nous commenterez après Iris Kaltenbach. Alors ? C'est négatif. Quoi ? C'est négatif. Attends, t'es sûre ? Bon, voilà. T'es déçue ? Mais non, comme ça je peux boire. Et grosse patate, c'est positif. Hein ? C'est positif. C'est positif ? Mais t'es une grande malade, toi. J'ai vu ça dans Friends. Mais ça va pas la tête, mais on fait pas ça aux gens, t'es dingue. Au moins maintenant tu sais. Mais je sais quoi ? Que tu le veux cet enfant. Extrait du Ravissement présenté à la Semaine de la Critique, signé Iris Kaltenbach. Est-ce que vous pourriez nous raconter justement de quoi parle ce film, ce très beau film ? Alors, Le Ravissement, c'est l'histoire d'une jeune sage-femme qui s'appelle Lydia, qui est très investie dans son travail et qui, au moment où elle vit une rupture amoureuse, apprend que sa meilleure amie est enceinte. Et elle va donc suivre sa grossesse, s'occuper de l'enfant. Et en fait, un jour, elle va croiser une ancienne conquête à qui elle va faire croire qu'elle est la mère de cet enfant, et elle va s'enfoncer dans ce terrible mensonge et pas savoir s'en sortir. C'est un film sur l'amitié, c'est un film aussi sur la maternité. Qu'est-ce qui vous a intéressé au fond dans ces deux sujets que vous imbriquez d'une façon tout à fait singulière ? Alors, ce qui m'a intéressée, c'est que justement, en fait, je suis partie d'un fait divers qui racontait ça. Et dans ce fait divers, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est que je me suis dit, effectivement, cette jeune femme, elle emprunte l'enfant de sa meilleure amie, donc il y a une amitié là-dedans qui est en jeu. Et j'ai eu envie de nourrir et de questionner cette amitié au regard, en fait, de moi-même, mes propres constatations. Par exemple, au moment où ma meilleure amie est devenue mère, ça a été un bouleversement, et je me suis dit, qu'on parlait très peu du bouleversement que provoquait la maternité dans une amitié par rapport à un couple dont on parle souvent. Voilà. Alors, on ne va pas dévoiler au fond l'avancée exacte du récit, le bouleversement qui se passe à un tiers du film environ, mais on peut quand même expliquer que c'est un fait divers. Est-ce que c'est le fait divers qui vous intéresse, ou au-delà ce qu'il raconte et ce qu'il encapsule ? Clairement, ce qu'il raconte et ce qu'il encapsule, c'est-à-dire que, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans ce fait divers, c'est au fond comment on en vient à emprunter l'enfant de sa meilleure amie, comment cette femme petit à petit va dériver, cette femme qui a priori a l'air assez normale, et comment aussi on fait une sorte de mystification de soi dans l'amour, c'est-à-dire comment dans une relation amoureuse, on va un petit peu se travestir parfois par séduction dans l'envie de séduire le regard de l'autre, et comment ça peut nous emmener très très loin, et je pensais que tout le monde pouvait un petit peu s'identifier à ça, même si personne n'est allé aussi loin qu'elle, enfin très peu de gens en tout cas. Autre extrait, autre film intitulé celui-ci L'émeute, en 2 mots, présenté en sélection Un certain regard. رجع البوليس الجاي الخرا حي لي غتحري لي الطوموبيله صاحبي حي اللوحه صاحبي الخرا شنو ندير لك واحد الخرا صاحبي ها هو الجاي دابا السلام عليكم. السلام اش تجلس سيدي؟ غير جالسين الشيء وتنشم ريحه الحشيش هنايا كيفاش جالس سيدي؟ Un extrait de votre film, Kamal Lazrak, en langue arabe. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire cette scène que l'on vient d'entendre ? Alors ça, c'était pas une scène de mon film que je présente cette année au festival, c'était un travail de fin d'études qui avait été également sélectionné au Festival de Cannes. Alors je vous prie de nous excuser pour cette erreur. Et alors vous êtes présent au Festival de Cannes pour le film L'émeute, présenté en sélection
Un certain regard. Est-ce que vous pourriez nous raconter le propos de ce film, L'émeute ? L'émeute, c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui vivent à Casablanca, dans l'ancienne Médina, qui est un quartier très populaire de la ville, et qui, comme beaucoup de personnes issus de ce quartier, doivent un peu survivre au jour le jour, dans l'informel, à travers les petits boulots, les petits trafics. Et un soir, ils décident d'accepter un travail un peu plus risqué que les autres. Et voilà, les choses ne se passent pas comme prévu, et on les accompagne pendant toute une nuit à travers une quête dans les bas-fonds de Casablanca. Le film, c'est un peu une forme de road movie urbain à travers les différentes marges de la ville de Casablanca, avec au bout d'un moment une dimension assez onirique, voire burlesque. Et c'est un film tendu qui a pour cœur la relation entre un père et un fils. On finit par se demander à la fin du film, même à la moitié du film, qui est vraiment le père, qui est vraiment le fils. Vous avez souhaité presque inverser les rôles, si je puis dire. Oui, tout à fait. C'est vrai que au Maroc et en plus globalement dans une culture arabo-musulmane, la figure du père est quelque chose qu'on ne conteste pas facilement. Et c'est vrai qu'à travers cette fiction qui se déroule en une nuit, j'avais envie que parmi les thématiques, il y ait cette trajectoire d'un fils qui au final est contraint de prendre en main les choses, et contraint pour la première fois, à travers une succession d'événements un peu rocambolesques, d'inverser les rôles et d'oser enfin contester la parole de son père. Ouais. Ce qui est impressionnant, Kamal Lazrak, dans votre film, au fond, c'est le dispositif qu'il faut préciser tout de suite. Un dispositif qui a permis à des acteurs non professionnels, en tout cas amateurs, de jouer. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment vous avez trouvé ces acteurs non professionnels, et qu'est-ce que ça a transformé, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière même de construire ce film ? C'est vrai que c'est une méthode de travail, moi, que j'ai déjà expérimentée sur mes 2 précédents moyens-métrages. Et c'est vrai que c'était le cœur du dispositif. C'était la première chose dont je parlais à l'équipe technique, aux partenaires, que voilà, ça allait être un film qui, avec au cœur du dispositif des acteurs non professionnels, ce qui implique d'être très souple, de pouvoir s'adapter, de pouvoir leur laisser la liberté d'être ce qu'ils sont, parce que c'est des acteurs qui jouent des rôles dont ils sont très proches. Et du coup, pour les trouver, c'est vrai que ça a été un long processus, un peu le casting sauvage. On a rencontré des centaines de personnes. Et le premier que j'ai trouvé, c'était pour le rôle du fils, Ayoub. C'était par photo au premier abord, et puis ensuite par plusieurs rencontres. Et c'est vrai qu'il ne comprenait pas trop qu'on s'intéresse à lui. C'est quelqu'un qui, comme dans le film, vit de petits boulots entre Casablanca, les villages aux alentours. Et le fait qu'il y ait une équipe de cinéma qui insiste pour qu'il incarne un premier rôle, ça a été très difficile pour nous de lui faire comprendre qu'il avait un talent, et qu'on avait envie de le filmer, et qu'on lui faisait confiance. Et dans une deuxième étape, oui, c'était lui en fait qui m'a présenté Abdelatif, qui joue le rôle du père. C'était quelqu'un de son quartier qui jouait qui était un peu son confident, son mentor. Ils avaient déjà un rapport père-fils qui était préexistant dans la vie. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup de mal à trouver ce rôle-là. Du coup, quand il me l'a présenté, que j'ai vu qu'il avait un visage très cinégénique, une présence, et voilà, on a fait des essais, ça a fonctionné. C'était assez magique en fait. Voilà, après un long processus de recherche, j'avais les 2 personnages principaux qui étaient devant moi de façon très flagrante et évidente. Et puis voilà, on est parti là-dessus. Et c'était quelque chose d'assez fort de les voir, prendre conscience de ce que c'est qu'être acteur, d'être au milieu d'une équipe, et au final être autant professionnel que des acteurs professionnels. Ouais. Et tous les 2, il faut le dire, sont d'une intensité impressionnante. Le grand point commun, Iris Kaltenbach et Kamal Lazrak, le grand point commun qu'il y a entre vos 2 films, c'est peut-être l'attachement que vous tissez pour vos personnages. Et c'est
cette empathie naturelle qui en découle grâce à la manière dont vous voulez filmer Iris Kaltenbach. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé a priori ou c'est né au fond, même au moment de la réalisation, au moment du tournage, cette façon de les filmer, de filmer vos personnages en proximité, en empathie? Bah, les 2 en fait, c'est-à-dire, je pense que ça commence dès l'écriture, parce que en tout cas, moi j'ai envie d'écrire des films sur des personnages que je ne juge jamais et que j'adore et que j'ai envie de faire tous exister dans leurs contradictions, et ça se poursuit, ça s'est évidemment poursuivi au moment du tournage, avec la chef opératrice du film, Marine Atlan, où effectivement on a toujours cherché à comment en fait, s'adapter aux comédiens, comment, les filmer avec le plus de justesse possible, évidemment, et avec la bonne distance, voilà. Vous dites écrire des films, et c'est vrai que vous êtes entré, lorsqu'on parcourt votre biographie, dans la fabrication des films à travers le scénario. Qu'est-ce que ça change justement d'entrer par l'écriture? D'ailleurs, le titre même de votre film, Le Ravissement, rappelle le ravissement de l'Olvestheim de Marguerite Duras. Oui, tout à fait. Bah, ça je sais pas si ça change quelque chose parce que je crois que l'écriture d'un film, c'est déjà de la mise en scène, c'est-à-dire, on réfléchit déjà à ce qu'on va montrer d'eux, comment on va raconter ces personnages, donc comment on va les filmer. Mais voilà, je pense que ça pour moi, c'est une grande richesse parce que ça m'a permis, en fait, de m'abandonner complètement pendant le tournage, à la mise en scène en étant, en acceptant de m'abandonner complètement, au romanesque du film et en même temps en pouvant oublier le scénario parce que justement, j'avais assez confiance dans le scénario pour aussi pouvoir le lâcher et prendre des libertés, quoi. Kemal Lazrak, est-ce que de la même façon, vous avez oublié votre scénario au moment du tournage? Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, c'est un scénario que j'avais écrit pendant pas mal de temps. Du coup, je savais quel était le cœur du propos. Et sur le plateau, comme voilà, mon idée première, c'était de vraiment m'adapter au maximum à mes acteurs, aux imprévus, à l'irruption du réel qui pouvait avoir lieu sur le plateau. Moi, c'est tous les jours, en fait, le scénario se modifiait pendant le tournage. Il se passait des choses où les acteurs n'arrivaient pas à jouer une séquence d'une telle manière. Du coup, on la réécrivait pour qu'ils puissent être à l'aise. Et le fait aussi de tourner dans des décors naturels de façon assez documentaire, on a eu pas mal de fois des irruptions, des irruptions du réel sur un plateau de cinéma qui au final Lesquels, par sont exemple? restés- bah, des disputes entre les comédiens, par exemple, notamment dans la scène finale, qui n'était pas du tout écrite, mais voilà, ils avaient accumulé une telle tension entre eux que quand ça a surgi comme ça, il y a eu une évidence en fait que voilà, c'était pas écrit effectivement, mais que c'était plus fort que ce qui était prévu. Et d'autres petites choses plus, voilà, un clochard qui arrive pendant la scène et sa voix est présente tout au long d'une séquence de discussion entre les deux. Voilà, moi j'avais insisté pour qu'il n'y ait pas toute une équipe de régisseurs qui viennent empêcher ça, parce que j'avais le sentiment que ça faisait partie aussi du dispositif. Et puis la plupart des acteurs n'avaient pas vraiment de texte à réciter. C'était que vraiment, ils arrivaient, je leur expliquais la séquence, les points importants par lesquels il fallait passer, et ils se l'appropriaient. Et puis après, c'était vraiment un travail très instinctif de voir, parce que parfois ça dérapait ou ça allait pas dans la bonne direction, et il fallait constamment être dans un travail d'équilibriste entre voilà, garder cette spontanéité, cette authenticité, et cadrer les choses de façon à ce que on reste dans le cœur de ce que j'avais envie de raconter. Alors, on vous appelle tous les deux primo-réalisateurs, et d'ailleurs moi-même je l'ai fait dans l'introduction de cette discussion. On explique, on lit, on entend que vous présentez à Cannes vos premiers films. Est-ce que c'est vraiment le cas au fond? Est-ce qu'un long métrage c'est un premier film? Est-ce que vous avez oublié les courts que vous avez réalisés auparavant? Pourtant, pour chacun d'entre vous, je pense notamment au Vol des cigognes. Il y a une thématique, le Vol des cigognes, qui raconte là aussi, qui s'inscrit dans un contexte de maternité. Iris Kaltenbach, il y a une continuité très très forte entre vos courts-métrages précédents et ce premier long.
Oui et non, c'est-à-dire que je pense quand même qu'un premier long métrage, c'est vraiment une première expérience. Je trouve que c'est pas du tout la même chose de faire un court métrage et un long métrage. Et moi, personnellement, j'ai énormément appris en faisant ce long métrage et j'avais déjà appris du court métrage et je suis déjà arrivée dans le long métrage en me disant il y a des erreurs que j'ai pas envie de refaire. J'avais entre-temps repensé un peu ma cinématographie et ça s'est vraiment développé dans le long métrage. Un long métrage, il y a une question d'endurance qu'il y a moins dans le court métrage où non seulement le développement et l'écriture, mais ensuite la prépa, le tournage prennent tous beaucoup plus de temps et donc ça m'a demandé et ça a demandé à l'équipe de vraiment tenir sur la durée et ça c'est très important et pareil pour les comédiens, je pense on sent que c'est pas du tout la même chose de demander à des comédiens d'incarner un rôle pendant 6 semaines dans mon cas, parfois c'est 8 que pendant quelques jours quoi. Kamal Lasrak, est-ce que vous considérez, vous, que Les Meutes, c'est votre premier film ou au fond, non, c'est dans la continuité directe des cours que vous avez réalisés un peu plus tôt? Oui, moi tout à fait, c'est dans la continuité. C'est vrai que la méthode de travail qu'on a employée sur Les Meutes, elle a été éprouvée auparavant sur les courts-métrages. Le travail avec les non-professionnels, le fait de ne pas donner de texte, le fait de tourner dans Casablanca, dans certains quartiers qu'on déconseille en général au plateau, aux équipes de tournage. Tout ça, ça a été expérimenté avant. Du coup, je savais que ça fonctionnait. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui est un peu risqué parce que être ouvert à l'imprévu quand on parle d'un long métrage où il y a un budget plus conséquent, des choses un peu plus rigoureuses normalement à avoir. C'est vrai qu'avoir fait les 2 précédents courts-métrages dans la même méthode avec des acteurs non professionnels, pour moi, c'était essentiel. Je ne pense pas que je me serais lancé dans ce dispositif-là si j'avais pas l'expérience des 2 précédents courts-métrages. Iris Kaltenbach, vous avez pris des acteurs plutôt confirmés. Pourquoi ce choix, justement qu'est-ce que ça apporte de différent, même dans la façon de diriger vos acteurs? Ça apporte ça apporte une immense joie de travail parce que on a tout de suite en face des gens qui sont en maîtrise et toute la question, ça va être justement de les faire lâcher un peu cette maîtrise et qu'ils prennent des libertés. Et en même temps, dans les 3 cas, c'est-à-dire aussi bien Afia Herzi, Alexis Mananti que Nina Meurice, j'ai toujours cherché à les déplacer par rapport à ce qu'ils avaient fait avant et je pense que c'est ça qui a été très payant pour eux comme pour moi et très amusant. C'était toujours de chercher, par exemple, Afia Herzi. Moi, je l'avais vue dans des rôles où elle était plutôt... elle était très comment dire, elle s'exprimait. Plus volubile, effectivement. Voilà, Ouais. elle était plus volubile. Et tout d'un coup, j'avais envie qu'elle exprime énormément de choses, mais de façon assez intérieure. Et c'était un peu la même chose avec Alexis Mananti, qu'on avait vu dans des rôles où il était assez très rebelle, plus Violent grand, même plus parfois. violent, exactement. Et là, tout d'un coup, de lui dire, bah non, tu vas jouer un film où tu racontes une histoire d'amour, tu vas jouer la pudeur. Voilà, c'était des choses qui étaient très importantes et qui, je crois, ont apporté beaucoup au travail. Merci à tous les deux, Iris Kaltenbach et Kamal Lasrak. On va poursuivre cette discussion à 8h15. Vous serez rejoint par Julien Rège, le nouveau directeur général de la quinzaine des cinéastes. Vous écoutez France Culture. Merci d'entamer votre journée à l'écoute des matins. Il est 8h. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Première fois, première marche, premier film, premier long métrage présenté à Cannes. On s'intéresse ce matin aux premières fois, vous l'aurez compris, en présence de 2 primo-réalisateurs. Iris Kaltenbach, réalisatrice du film intitulé Le Ravissement, présenté à la Semaine de la Critique, en présence également de Kamal Lasrak, réalisateur du film Les Meutes, présenté en sélection Un certain regard. Ils sont tous les 2 rejoints ce matin par Julien Rège, le nouveau directeur général de la quinzaine des cinéastes. Bonjour monsieur. La quinzaine des réalisateurs, c'est une sélection singulière. On dit souvent que c'est une contre-programmation comparée au reste du festival. Celle de 2023, la sélection 2023 est composée de 6 premiers films. Qu'est-ce que ça représente pour la quinzaine des cinéastes, ces premiers films ? En fait, historiquement, la quinzaine, fondée en 1969 par
un collectif de cinéastes au lendemain de 68 et de l'interruption du Festival de Cannes avait ce désir de créer un espace indépendant, donc une sélection parallèle au sein du festival pour aller chercher des projets peut-être plus audacieux, qui renouvelaient les écritures cinématographiques. Donc la quinzaine a depuis toujours veillé à prospecter, à aller chercher les films des jeunes talents qui venaient de réaliser des propositions très singulières. Il y a quelques grands noms quand même qu'on peut peut-être rappeler qui ont marqué l'histoire de la quinzaine des réalisateurs, de la quinzaine des cinéastes, au fond, où ils ont pu présenter leur premier film. Bien sûr. Alors les grands noms pour les citer un peu, ça va évidemment de Jean-Luc Godard à Chantal Akerman, de Werner Herzog à Nagisa Oshima. Alors ils n'ont pas forcément présenté leur premier film à la quinzaine, mais pour donner quelques exemples plus récents, Alain Guiraudy était venu présenter Pas de repos pour les braves à la quinzaine des réalisateurs. Voilà, et beaucoup d'autres. Depuis 1969. Comment est-ce que vous avez choisi, Julien Règle, ces 6 premiers films dans la sélection de la quinzaine des cinéastes? Au fond, est-ce que vous cherchiez la maîtrise prématurée, l'originalité, l'audace ou juste simplement un regard singulier? Alors, un regard singulier, c'est certain. La maîtrise, non, pas forcément, puisque la sélection est composée de nombreux films qui ont également leur fragilité. En fait, je crois que ce qui nous intéressait, le comité de sélection et moi, était d'aller à la recherche de tentatives. Vous parlez d'audace, vous avez raison, de tentatives originales, d'inventer une langue unique avec les moyens du cinéma et d'aborder des thématiques, des sujets, des formes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir actuellement au cinéma. Donc voilà, c'était un peu la prime à l'audace, mais aussi, comme vous l'avez dit justement, la quinzaine est également ouverte aux grands noms, aux grandes signatures qui reviennent avec des propositions parfois plus intimes, des pas de côté dans leur filmographie et encore une fois avec la prise de risque qui est mise en avant. Iris Kaltenbach, on l'a dit, votre premier long métrage, Le Ravissement, est présenté à la semaine de la critique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est au fond presque un aboutissement, alors même que c'est le tout début de votre carrière et de votre œuvre, ou c'est une prise de risque importante aussi? Oui, c'est les deux. C'est un aboutissement parce que ça vient en quelque sorte couronner une année, et même plus, plusieurs années de travail. Et en même temps, c'est une prise de risque parce que tout d'un coup, on expose un film qui est à peine terminé à plein de regards, alors qu'on ne sait pas encore soi-même exactement ce qu'on en pense. Mais c'est surtout une immense chance parce que c'est une chance de donner de la visibilité au film. Et aujourd'hui, on sait que les films de cinéma ont vraiment besoin de cette visibilité. Et du coup, c'est l'occasion de faire parler du film, de le montrer, d'avoir des échos très différents et des avis très divergents sur le film, et qu'au fond, il existe dans une première salle de cinéma, dans un très grand festival qui comme ça laisse vivre plein de cinémas en fait, et pas juste un cinéma, qu'il soit commercial, qu'il soit expérimental, mais tout cela en même temps, quoi. Kamal Lazrak, votre sentiment sur ce sujet, sur cette première fois dans un grand festival international? C'est vrai que c'est un soulagement après tout le processus créatif, tout le recherche de financement, le tournage, le fait de voir que le projet qu'on a porté pendant souvent plusieurs années a été en tout cas sélectionné, a attiré l'attention et va être au centre d'un grand événement, c'est gratifiant et c'est soulageant. Et puis voilà, même pour mes 2 acteurs principaux, pour eux, c'est aussi l'occasion pour la première fois de sortir du Maroc, d'être reconnus pour quelque chose qu'ils ont fait. C'est vrai que c'est un film dans le film aussi, tout ce qui se passe à côté quand
quand on présente un film à Cannes. Éric Lagesse, la personne qui dirige la société de distribution Pyramide, a formulé dans les cahiers du cinéma une critique justement sur la façon dont ses premiers films étaient sélectionnés. Il a notamment parlé de la quinzaine des cinéastes en critiquant les choix archi pointus de la sélection, des choix peu épaulés par des titres porteurs, à même de dissiper l'image d'une section dont ne ressortira aucun succès en salle. Autour des premiers films, il faut des produits d'appel, comme on dit. Fin de citation. Julien Rel, j'imagine que vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette critique, mais est-ce que vous avez une réaction ce matin ? Alors effectivement, je ne considère pas les œuvres comme des produits d'appel. Par ailleurs, bon, je sais que la sélection de la quinzaine que nous proposons cette année a suscité quelques réactions, quelques étonnements, mais les films n'ont pas encore été découverts. Donc j'invite évidemment celles et ceux qui peut-être sont malheureux de ne pas avoir eu de films sélectionnés cette année à la quinzaine à venir découvrir les films. Nous, ce qui nous a guidés dans nos choix était avant tout, comme je l'ai dit auparavant, aller trouver des écritures qui soient originales, qui soient singulières et qui portent véritablement voilà, la marque de leur auteur. Mais ce sont aussi des films qui nous ont donné beaucoup de plaisir. Et que la quinzaine étant aussi la seule sélection cannoise qui accueille un public. En tout cas, voilà, j'avais en tête, au moment de l'élaboration de la sélection, par ailleurs, j'étais un ancien distributeur du film comme Éric Lagesse, que les films, aussi audacieux soient-ils, doivent trouver le chemin de la salle de cinéma et donc voilà, avoir la chance, après le Festival de Cannes, d'avoir une vie. Donc mon métier, en tout cas tel que je le considère, est évidemment de faire des paris, de prendre des risques, de choisir des films inattendus, mais avec la ferme intention de les amener jusqu'au public. Iris Kaltenbach, vous l'avez dit, ce premier Festival de Cannes, pour vous, c'est une première rencontre avec le public, avec la critique aussi. Est-ce que vous avez également le sentiment que c'est une première rencontre avec le marché ? On sait aussi que le Festival de Cannes, c'est un marché. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Bien sûr, d'ailleurs, il y a des projections de marché qui sont organisées en parallèle des projections plus officielles et qui permettent, par exemple, de vendre le film à l'étranger. Oui, exactement. Donc oui, évidemment que c'est une ouverture au marché et que c'est pareil, très important pour que les films voyagent dans le monde et soient vus dans les salles de cinéma, non pas seulement en France, mais partout ailleurs, quoi. Kamal Lazrak, ce festival, c'est aussi pour vous l'opportunité de faire voyager votre film au-delà de la France, au-delà du Maroc ? Oui, bien sûr. C'est vrai que moi, quand j'écrivais le film, il y avait un désir d'universalité, de faire un film qui puisse être apprécié autant au Maroc qu'à l'étranger, et c'était quelque chose que j'avais en tête pendant le montage, pendant le tournage, d'aller au-delà des spécificités culturelles et de toucher un public de toute nationalité, de toute culture. Et du coup, c'est vrai qu'ici, on a un public très hétéroclite et ça peut ouvrir les portes à une diffusion plus large du film. Julien Reg, comment vous considérez ces premiers films, ces premiers réalisateurs ? Est-ce que pour vous, ce sont déjà des réalisateurs à part entière ? Est-ce que ce sont des promesses ? Comment vous appréhendez ces premiers longs métrages ? Écoutez, oui, ce sont des promesses de manière certaine. Maintenant, comme je le disais auparavant, c'est toujours un pari que de s'engager sur un premier long métrage, mais voilà, c'est l'audace, le courage et j'insiste, le geste de mise en scène, ce qui passe par l'écriture cinématographique en tant que telle, à savoir les questions de composition d'un cadre, de découpage, de montage, de direction d'acteurs auxquels nous sommes sensibles pour raconter une histoire au-delà du message qu'un film doit délivrer. J'ajoute au passage, pour
pour revenir justement sur ces questions de diffusion et de comment accompagner des premiers longs métrages comme ceux-ci, que la quinzaine a justement eu à cœur cette année de lancer un nouvel événement qui s'appelle la quinzaine en salle, pour que dès le mois de juin, sur une trentaine de salles arts et essais partout en France, les spectateurs des salles arts et essais puissent vivre en avant-première la sélection de la quinzaine près de chez eux, comme s'ils étaient à Cannes. On voulait évidemment vous interroger sur ce qu'il est désormais coutume d'appeler le malaise qui traverse le monde du cinéma. Iris Kaltenbach et Kamal Lazrak, je voulais vous faire réagir à la lettre que Adèle Haenel a adressée à Télérama. Je la cite: « J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu'il est », fin de citation, sans aller jusqu'à entreprendre la même démarche d'Adèle Haenel, puisque vous présentez un premier film à Cannes, Iris Kaltenbach. Est-ce que vous êtes d'accord sur le diagnostic ou même sur le malaise plus général qui traverse actuellement ce monde du cinéma ? Sur le malaise, certainement. Évidemment qu'il y a un énorme malaise et que c'est très important mais pour moi, il ne faut pas se retirer. Il faut au contraire... Comment vous le qualifiez, ce malaise, justement ? Comment vous le décririez ? Je le décrirais comme déjà... il y a plusieurs malaises, en fait. Il y a le malaise de la parité, qui est très important. Et aujourd'hui, je félicite énormément Ava Cahen qui a réussi à faire une sélection paritaire à la semaine de la critique, ce qui n'est pas le cas des autres sélections. Et ça, je le déplore parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes réalisatrices et qui ont leur place à Cannes. En même temps, je pense que j'ai hâte qu'on dépasse ce débat et que le sujet soit plus le fait d'être une femme à Cannes, mais d'être juste avec un film à Cannes. Mais pour ça, il y a encore du chemin à faire. Je pense évidemment qu'il y a énormément de malaise lié aux violences morales et physiques qui ont lieu dans ce milieu et qui reflètent en fait le monde, parce que le monde du cinéma reflète aussi le monde de manière plus générale. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est pas en se retirant de ce monde et du cinéma qu'on va combattre, c'est au contraire en y participant et en essayant de faire bouger les choses petit à petit jusqu'à ce que justement ce malaise disparaisse ou ne soit plus un sujet parce que justement voilà, on sera tous égalitaires et qu'il y aura plus cette complaisance vis-à-vis des violences qui ont lieu et qui sont très multiples. Encore une fois, il y a évidemment les viols, mais il y a aussi les violences morales sur les tournages et beaucoup d'autres choses qui existent, quoi. Kamal Lazrak, une réaction, comment est-ce que vous-même vous qualifieriez ce ou ces malaises qui traversent le milieu du cinéma ? Écoutez, moi je pense que c'est des malaises qui sont au-delà du simple milieu du cinéma. C'est quelque chose qui, voilà, il y a eu des prises de conscience, il y a eu un éveil sur certains sujets. Je pense que c'est très important et ça se diffuse dans tous les strates de la société, dans tous les domaines. C'est tout de même, c'est tout de même, pardonnez-moi, un secteur plus visible que les autres et donc peut-être plus regardé, plus critiqué aussi, qui a une exigence plus forte que les autres. Oui, peut-être, oui, c'est sans doute. Mais après, c'est aussi le cinéma, ça peut être aussi une arme très puissante. Je pense que, comme a dit Iris, faire des films, on peut faire des films qui font aussi beaucoup bouger les choses à travers le choix des sujets. Il y a beaucoup de films qui ont des impacts très forts et qui peuvent faire évoluer des situations sociales, culturelles, politiques. Et du coup, moi, je pense que plutôt que le retrait, il faut s'emparer de ça, pour en tout cas les réalisatrices et les réalisateurs qui ont une âme militante ou politique. Je pense que le cinéma peut être un outil très puissant pour défendre certaines causes. Julien Rech, dans cet esprit de contre-programmation qui appartient à la quinzaine des cinéastes, est-ce que ces sujets, justement, dans la façon dont vous choisissez les films que vous souhaitez mettre en lumière, est-ce que ça entre en compte ? Est-ce que c'est entré en compte cette année lors de vos choix ? Alors, la première chose, là aussi, concernant les questions de parité, quand je suis arrivé et que j'ai composé mon comité de sélection, il m'a semblé évident et nécessaire d'avoir une représentativité égale homme-femme, afin que justement les regards soient complémentaires et que la parité soit appliquée.
Pour ce qu'il en est du processus de sélection, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a un travail qui est réalisé en amont, qui est le travail de prospection, et je pense qu'à ce stade, quand on va défricher les films, il est important de porter une attention particulière à ce qui pourrait être considéré comme les catégories sous-représentées. Alors, ça peut être des catégories genrées, comme des catégories par pays, certains types de cinéma, le documentaire, etc. Et donc là, il importe d'être attentif à ce que nous voyons les films réalisés par des femmes, nous voyons les films venant, par exemple, du continent africain, qui est mieux représenté cette année à Cannes, mais on sait que la production a pu avoir du mal ces dernières années à arriver jusqu'à nous. Donc ce travail de prospection est pour moi le nerf de la guerre pour s'assurer que chacun et chacune ait sa chance. Pour ce qu'il en est du travail de sélection à proprement parler, je ne considère pas qu'une sélection doit être paritaire absolument, parce que cela reviendrait à dire qu'il faut appliquer une certaine forme de quota. Je considère chaque œuvre dans sa singularité et son unicité, et c'est sur cette base-là qu'on a fait nos choix. Iris Kaltenbach, vous êtes avec beaucoup d'autres aux avant-postes de la façon dont de nouvelles manières de faire du cinéma, de fabriquer du film est en train de se construire. Est-ce que vous sentez justement, est-ce que vous percevez des différences? Est-ce que vous avez l'impression qu'on fabrique des films autrement? Aujourd'hui, oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Premièrement, il y a évidemment, par exemple, puisqu'on parle de la question par exemple, du post-mouvement MeToo, on va dire, c'est sûr que, par exemple, les actrices dans un film se positionnent pas de la même manière et ont des demandes très différentes par rapport à une autre époque. Par exemple, notamment sur la sexualité, sur comment elles vont être filmées, etc. On sent qu'il y a un vrai questionnement là-dedans. Et à la fois, je trouve ça génial parce qu'il y a une prise de parole. Et à la fois, parfois, je trouve ça presque dommage parce que... Enfin, pas dommage, mais disons que finalement, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont passés avant nous et qui ont, en quelque sorte, marqué ces actrices d'une certaine manière. Et aujourd'hui, je pense que les réalisatrices doivent aussi avoir la possibilité, par exemple, de raconter le désir et la sexualité et de la filmer à leur manière. Et que parfois, on a comme ça l'héritage de quelque chose qui a quand même un regard assez masculin et qui est parfois magnifique. Moi, il y a des très grands réalisateurs que j'adore, mais je pense que ça, c'est par exemple dommage et que ça existe aujourd'hui vraiment dans la fabrication des films et qu'il faut trouver en tant que réalisatrice comment redonner confiance à des actrices et comment leur montrer qu'on va avoir un regard différent sur elles. Cette confiance, elle n'est pas plus facilement justement quand la réalisatrice est une femme? Je sais pas, parce que je pense qu'il y a une vraie méfiance aujourd'hui qui s'est installée et que je comprends très très bien. Je pense que le dialogue, effectivement, permet vraiment d'avancer là-dedans. Mais voilà, c'est pas si simple. Et je pense qu'il y a vraiment encore maintenant des choses à regagner en tant que réalisatrice sur, par exemple, le désir et la sexualité. Et après, aujourd'hui, il y a plein d'autres choses. Je vais pas m'étendre, mais sur le financement des films et donc qui impacte énormément la manière dont on fabrique des films aujourd'hui, où il faut toujours aussi chercher des manières toujours plus artisanales de faire les films avec moins de moyens. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'on apporte aussi beaucoup de spontanéité au cinéma. Kamel Azrak, en quelques mots, comment s'incarne selon vous cette nouvelle façon peut-être de fabriquer des films? Écoutez, je pense que tout projet est différent. Je pense que de plus en plus, il y a une adaptabilité qu'il faut avoir, que ce soit en termes de moyens ou d'ambition artistique. C'est vrai que en termes de financement et en termes de méthode de travail, on pratique un art qui a beaucoup d'implications à ce sujet-là. Donc voilà, on est dans la souplesse. Je pense que voilà, on est passé au-delà du moment où chaque film était financé suffisamment, notamment pour aller au bout d'une ambition préétablie, et que constamment on est contraint
à s'adapter aux différents événements, mais je pense que ça donne aussi une certaine authenticité, une certaine liberté dans le geste créatif. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Iris Kaltenbach, réalisatrice du film Le Ravissement, présenté à la Semaine de la Critique. Kamal Lazrak, réalisateur du film L'émeute, présenté en sélection Un certain regard. Et Julien Rège, le nouveau directeur général de la quinzaine des cinéastes. Et pour poursuivre au Festival de Cannes, on vous recommande évidemment l'écoute de Plan Large, demain sur France Culture. France Culture. L'esprit d'ouverture.